Bonjour tout le monde, bon après-midi. Bienvenue au webinaire Utiliser les données pour renforcer les demandes de financement. Un grand merci d'être là parmi nous aujourd'hui. Je m'appelle Jason Chalmers. Je suis le chef de recherche et d'évaluation chez RSA. Il y a également parmi nous Roxana Fasley, la cofondatrice et le PDG de Expertise Hub. Avant de se lancer, je veux vous indiquer que l'interprétation simultanée est disponible dans les deux langues officielles. Roxane et moi-même vont parler en anglais aujourd'hui, mais vous êtes libre d'écouter en français et de participer en français, de poser des questions dans l'une ou l'autre des langues officielles. Il devrait y avoir une icône globe en bas de de la fenêtre Zoom et vous pouvez choisir l'une ou deux ou l'autre des langues officielles du Canada. Je vous rejoins aujourd'hui depuis Jabuktuk, que l'on connaît également comme Halifax. Ça signifie le grand port dans la langue Mi'kmaq. Jabuktuk fait partie d'un territoire bien plus grand. Ça s'appelle Mi'kmaqi. Le Mi'kmaqi, c'est le territoire traditionnel et non cédé des Mi'kmaq. Cette zone-là se chevauche surtout avec les traités de paix et d'amitié signés en 1725 et 1779. Ah, ils sont presque 300 ans vieilles, mais toujours autant pertinentes aujourd'hui. Ils sont toujours en vigueur. Et nous faisons tous partie de ces traités, peu importe vos origines, comment vous êtes arrivés ici, que vous soyez autochtone, que vous soyez un colon qui est là depuis 7 générations, que vous soyez nouveaux arrivants qui est là depuis quelques mois. Nous appartenons à ces traités-là et les traités nous appartiennent. Selon l'endroit où vous vous trouvez, vous pouvez également vous connecter du territoire des Wolastoqiyik, des Passamaquoddy, des Beothuk ou des Inuits et des Inuits du Labrador. Je vais prendre cette occasion pour vous présenter un rapport qu'on vient de finaliser. Ça s'appelle Faire progresser la réconciliation dans le secteur des établissements. C'est un rapport qui explore comment notre secteur fait progresser la vérité et la réconciliation. Le rapport examine les initiatives et les ressources qui se trouvent dans toute la région, ainsi que tout ce qui se passe dans tout le Canada. Ce qui se passe dans tout le Canada, notamment au Canada Atlantique, pour faire progresser la vérité et la réconciliation. L'hypothèse du rapport, c'est qu'il est important de faire ce travail-là d'une façon qui est spécifique au secteur et notre région. Je crois fermement qu'il y a un grand potentiel pour des discussions tout à fait uniques entre les peuples autochtones et les nouveaux arrivants. Il y a plusieurs possibilités qui existent. En tant que professionnels dans le secteur, nous devons comprendre les défis uniques qui peuvent être le fruit de ces discussions-là. Alors, pour les régions logistiques, oui, c'est finalisé, mais nous n'avons pas encore fait la promotion. Ce n'est pas sur notre site web, notamment, mais Rina met des liens dans le clavardage. Ainsi, vous pourrez accéder au rapport si ça vous intéresse. Vous pouvez également communiquer auprès de moi-même ou un de mes collègues chez RSA. On va s'assurer que vous allez obtenir une copie du rapport. J'espère que c'était important pour vous. Alors que vous lisez le rapport, j'espère que ça vous offre des idées quant à comment votre organisation peut faire progresser la vérité de la réconciliation. Qu'est-ce qui se passe déjà? Comment bâtir là-dessus? Comment prendre quelque chose de différent de région et l'appliquer ici? Comment faire ce travail ensemble en tant que secteur et en tant que région? J'espère que j'ai la permission de dire que nous finalisons euh, des, des formations d'alliés autochtones professionnels. Nous allons organiser cette formation-là en ligne le 25 mars. L'invitation, vous devrez la recevoir sous peu. Alors, surveillez les courriels, l'infolettre, LinkedIn. Ça va avoir lieu le 25 mars. C'est une façon concrète, en fait, où nous pouvons ensemble œuvrer envers la réconciliation. Alors, voici un aperçu de ma présentation d'aujourd'hui.
Je vais passer un peu de temps pour établir les assises. Alors, je vais vous parler un peu des types de données qui nous sont disponibles et que nous pourrions aimer utiliser dans les propositions de financement. Et je vais rentrer dans le détail quant aux propositions de financement. C'est quoi l'anatomie d'une proposition de financement? Une fois qu'on établit ces bases-là, on peut rentrer dans l'essentiel de la chose. Là, on peut parler de comment prendre ces données-là et les intégrer dans les propositions de financement afin de créer des propositions beaucoup plus solides et beaucoup plus fondées sur des données probantes. Roxane et moi-même vont passer la plupart de la présentation en train de discuter cela et je partagerai à la fin des astuces, des conseils et astuces que j'ai pu apprendre. Je vais vous indiquer où trouver les données et j'espère qu'il y aura 20-25 minutes à la fin pour une discussion. Je ne suis pas le seul expert dans la salle. Il me semble qu'il y ait plusieurs experts ici. Je suis heureux de répondre à des questions, mais j'espère que d'autres personnes dans la salle seront prêts à partager de leur expertise aussi. Alors, le webinaire d'aujourd'hui porte sur la manière d'exploiter les données lors de la rédaction de propositions de financement. Voici mon argument. Soyons clairs d'emblée. Les données peuvent aider à faire deux choses très précises. Numéro un, identifier les besoins d'une programmation ou d'un service. Et numéro deux, les données peuvent nous aider à expliquer l'impact, les résultats de nos programmes et de nos services. Mais je vais également insister qu'il y a une application bien plus large à nos propos. Ça ne se limite pas aux propositions de financement. Les propositions de financement, c'est une belle étude de cas. D'habitude, c'est là où on doit expliquer et justifier notre travail des façons les plus concrètes, là. Mais on doit le faire dans plusieurs autres situations aussi. Par exemple, lorsqu'on prépare des rapports pour un bailleur de fonds ou le CA, parfois on parle aux médias. La plupart d'entre nous travaillent avec des partenaires communautaires et souvent dans ces situations-là, nous devons justifier pourquoi notre travail est tellement utile, tellement important. Alors, on parle de proposition de financement, mais ce n'est pas juste ça. Roxane et moi-même, finalement, vont vous parler comment les données peuvent aider à expliquer pourquoi notre travail compte, pourquoi c'est important. Alors, les propositions de financement solide, il faut considérer plusieurs choses lorsqu'on veut rédiger de solides propositions de financement. Qu'est-ce que les bailleurs de fonds demandent? On veut s'assurer que c'est bien écrit, bien présenté, mais on veut s'assurer que les propositions de financement sont fondées sur des données probantes. On va insister là-dessus aujourd'hui. Voici un exemple concret de ce que j'entends par ça. Voici un exemple. Ça vient de la proposition la plus récente IRCC. J'étais impliqué dans celui-là. Plusieurs collègues allaient ça aussi. Plusieurs collègues ont également été impliqués dans cet appel d'offres. Ce n'est pas exceptionnel, pas du tout, mais on s'y connaît. Plusieurs d'entre nous y étaient. On sait de quoi il s'agit. Mais en même temps, ce que IRC demande, ce n'est pas différent des demandes des autres bailleurs de fonds, leurs appels d'offres. IRCC était très clair sur comment on allait évaluer les propositions. Toutes les propositions seront jugées sur quatre priorités. Est-ce que c'est axé sur les clients? Est-ce que c'est motivé par les résultats? C'est répond aux besoins et c'est une utilisation efficace des ressources. Ils étaient clairs là où les données probantes s'intègrent. Une programmation fondée sur les résultats et basée sur des données probantes et données. Et il devrait y avoir un besoin clair pour le projet, étayé par des données probantes et des données. Et voici voilà deux exemples que les données peuvent façonner nos demandes de proposition. Les données peuvent démontrer le besoin et les résultats de nos programmes et de nos services. Alors,
Je veux vos rétroactions. Je veux que ce soit interactif. Je voudrais avoir vos rétroactions aujourd'hui et tout au long du webinaire. Mais tout d'abord, je veux arriver à comprendre qui est là parmi nous aujourd'hui. Je veux comprendre cela en vous posant une question. Quel est votre niveau de confort avec les propositions de financement? Le premier sondage, s'il vous plaît. J'espère que vous allez pouvoir le voir. Alors, quel est votre niveau de confort quant aux propositions de financement? Êtes-vous expert? J'en sais beaucoup, mais je pourrais en apprendre davantage. Je n'en ai rédigé qu'une ou deux, ou je suis totalement novice en la matière. Je vous accorde maintenant 10 secondes afin de fournir votre réponse. Ça va. Mettons fin au sondage et ainsi on devrait pouvoir partager les résultats. C'est le partage, tout le monde peut le voir, n'est-ce pas? Ah, il y a une bonne distribution. Je ne m'attendais pas forcément à ça. Alors, il y a un expert dans la salle. J'espère que vous allez être là pour la période de discussion pour offrir des aperçus et partager les points qu'on n'a pas pu couvrir nous-mêmes. Mais il y a toute une gamme de gens, une distribution assez égale de gens qui sont totalement novices en la matière. C'est ceux-là qu'on en a rédigé que nous deux et ceux-là qui en ont rédigé beaucoup. Je ne suis pas expert, j'en connais beaucoup, mais je peux en prendre davantage. Mais je ne suis pas quelqu'un qui rédige des demandes de subvention de façon professionnelle. Moi, je suis axé sur les données. Alors, j'espère que tout le monde va pouvoir tirer parti de ce webinaire. J'ai j'ai cherché à le concevoir afin que, peu importe votre niveau, que vous pourrez en retirer quelque chose d'utile. Alors, fermons ce sondage-là. Est-ce que c'est moi qui dois faire ça? Alors, commençons par certains aspects fondamentaux. Les types de données que nous allons utiliser dans une demande de financement, proposition de financement. Les données, ce ne sont pas juste une seule chose. Il y a plusieurs différents types de données et chaque différent type de données, bon, on va s'en servir de différentes façons. Et ainsi, bon, voici certains types de données qu'on risque d'utiliser dans une proposition de financement de notre secteur, notamment les données démographiques. Les données démographiques, ce sont des données sur les populations et les communautés. Alors, d'habitude, les données démographiques nous aident à répondre à des questions, qui est notre population des clients type espérés et quelles sont les caractéristiques. Âge, genre, emplacement, affiliation religieuse, niveau d'éducation. Ce sont tous des facteurs démographiques. Plusieurs de ces données-là sont disponibles du point de vue public, de façon publique, notamment chez Statistique Canada, gouvernement ouvert. Il y a toute une foule de richesses de données démographiques que vous pourriez utiliser dans vos demandes de financement, propositions de financement. Les données d'évaluation est tout à fait essentielles aussi dans ce genre de travail. Les données d'évaluation, il s'agit de données sur des programmes ou des services précis. Ça nous aide à répondre aux questions comme quels sont les résultats les répercussions de nos programmes. D'habitude, ce sont des données qui sont collectionnées à l'interne par l'organisation. Par exemple, dans iCare aussi, euh, la plupart d'entre vous font la collecte d'autres types de données d'évaluation à l'interne. Je vais en dire plus long éventuellement. Roxane, je vais en discuter avec davantage de détails en fait. Et il y a autres données et des données probantes, des rapports de recherche, des études de politique, des sondages d'opinion politique, publique plutôt, tous ces éléments qu'on peut intégrer pour étayer les arguments dans notre proposition de financement.
Lorsqu'on décide de quel type de données qu'on veut utiliser, on veut poser la question, quelles sont les données qui me sont disponibles? Et là, une fois que vous avez déterminé ce qui est disponible, pour vous mettre à poser la question, qu'est-ce qui est pertinent pour ma proposition? Voilà. Voilà, ce sont les types de données qu'on va utiliser et on va s'approfondir un peu. Maintenant, on doit décomposer, vous présenter, c'est quoi? Ça ressemble à quoi une proposition de financement? Je suis heureux qu'un tiers des gens sont des novices. Peut-être, j'espère que cela sera utile pour vous aussi. Ça vaut la peine d'y penser. Qu'inclut-on dans une proposition de financement? Chaque bailleur de fonds, chaque flux de financement, chaque occasion de financement aura différents critères. Vous allez soumettre plusieurs différents éléments, un budget, parfois très détaillé, parfois moins. Il y aura des documents de soutien de la part de votre propre organisation, des organisations partenaires, toute une foule de choses. Mais fondamentalement, au cœur d'une proposition de financement, il y a un résumé du projet pour lequel vous cherchez de l'argent. Et nous serons axés là-dessus aujourd'hui. À mon avis, c'est le cœur de la matière. Cela rassemble tous les éléments. C'est cette description narrative qui fait que le budget soit logique et les documents de soutien et ce qui donne lieu à une proposition cohérente. La longueur, ça peut varier. Peut-être qu'il pourrait y avoir 200 mots pour vous expliquer. Il y aura peut-être 20 pages. Peu importe la longueur, chaque proposition de financement devrait avoir quelques éléments clés. Tout d'abord, chaque proposition devra commencer par un résumé court, clair, détaillé quant au projet ou au programme pour lequel vous demandez de l'argent. 1 à 3 phrases, gros max, peu importe la longueur de la proposition. Si vous avez une courte proposition, quelques centaines de mots, essayez de le faire dans une phrase. Même avec des propositions un peu plus longues, 15 à 20 pages, vous devez encore viser 3 phrases. J'admets que c'est ma philosophie personnelle. C'est pas tout le monde qui rédige des propositions de financement ainsi. Pourrait encore toujours recevoir des financements autrement. J'ai vu des réussites de différentes façons. Selon moi, l'évaluateur devra comprendre tout ce qu'il y a à savoir dans les premières quelques phrases. Toutes les autres choses qu'on fait dans la proposition, on élargit sur le plan. On ajoute des détails tout au long, mais on ne va pas ajouter de nouvelles idées. Voici la raison. Le lecteur passe la plupart du temps sur les premières quelques phrases, la plupart de leurs attention finalement. Si vous avez déjà fait l'évaluation de demande, vous le savez bien. Au début, on porte toute notre attention en lisant les premières quelques phrases. Mais au fur et à mesure, l'attention peut diminuer, on saute un peu les phrases un peu plus souvent. Alors, porte-moi attention au fur et à mesure. Alors, en mettant cela au début de la proposition, ça aide à l'évaluateur de lire votre proposition de façon plus efficace et de façon plus facile, en fait. En deuxième lieu, il faut un énoncé du problème ou des besoins. Quel est le problème que vous allez aborder en offrant le programme ou le service? Bon, oui, nous sommes là pour prodiguer des soins, nous sommes là pour soutenir les gens, mais nous sommes vraiment là pour résoudre des problèmes. Les nouveaux arrivants viennent chez nous parce qu'ils connaissent un défi, un obstacle quant à l'établissement et l'intégration. Il pourrait s'agir d'une difficulté à communiquer dans la langue locale, peut-être qu'ils ne savent pas rédiger un CV dans le style canadien, peut-être un besoin pour les soins, la garde d'enfants. Ce qu'on doit faire, la proposition, c'est identifier et démontrer qu'il y ait un problème afin de justifier pourquoi notre programme ou service est nécessaire. Et ensuite, vous pouvez décrire votre intervention. C'est quoi votre plan pour aborder le problème? Qu'est-ce que vous proposez faire concrètement? C'est là où vous décrivez le programme ou le service pour expliquer pourquoi cela correspond aux besoins, les impacts attendus, les résultats attendus. Et là, vous pouvez saisir les détails. Comment allez-vous en faire la mise en œuvre?
c'est là où vous devez établir l'aspect logistique de la chose. Disons que vous pourriez présenter les échéanciers, la fréquence, le travail de sensibiliser les chiffres que vous cherchez à atteindre. Cela fait que votre proposition soit plus cohérente et plus logique finalement. Jusqu'à date, peut-être que ça vous paraît un peu abstrait jusqu'à date. Alors, on va le concrétiser davantage. Voici un exemple, une proposition de financement euh, type que j'ai rédigé. C'est un programme fictif, un fournisseur de services fictif. C'est le type de programme que plusieurs d'entre nous offront ou que nous pourrions offrir. J'espère que c'est logique. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas un véritable programme quand même. Soyons clairs. Alors, partons par un résumé, une phrase en guise de résumé. Les organismes fournisseurs de services de l'île du Prince-Édouard offriront un programme parascolaire aux jeunes réfugiés afin de soutenir leurs apprentissages scolaires et de préparer au marché du travail canadien. Ça dit tout. Maintenant, on rentre dans l'énoncé des besoins. Les jeunes réfugiés peuvent être confrontés de multiples obstacles à l'intégration en raison de leur âge ou de leur expérience en matière d'immigration. Ces obstacles peuvent inclure le manque d'aide et d'éducation et d'expérience professionnelle, des cercles sociaux restreints et une maîtrise limitée de l'anglais ou du français. Alors, que va-t-on faire pour tout ça? Les organismes fournisseurs de services de l'île du Prince-Édouard élaboreront et mettront en œuvre le programme parascolaire de 10 semaines afin d'aider les jeunes réfugiés à mieux se préparer à la réussite scolaire et professionnelle. Le programme comporte trois volets principaux: l'apprentissage facilité du système éducatif et du marché du travail canadien, des prestations par des employeurs locaux et des établissements d'enseignement supérieur et du temps de travail indépendant pour faire ses devoirs tout en pratiquant l'anglais et le français et en nouant des liens avec ses pairs. Et là, on peut rentrer dans davantage de détails. 5 clients seront sélectionnés pour participer au programme sur la base de l'évaluation interne des besoins. Le programme se déroulera chaque semaine pendant 3 heures pendant la période scolaire et sera animé par des membres du personnel de première ligne. Le programme se déroule dans le locaux du centre-ville, bien que les clients des zones rurales et éloignées puissent y participer à distance. Avant de passer à autre chose, je voudrais avoir vos rétroactions. Alors, on pense un peu aux éléments d'une proposition de financement. Alors, quelle partie d'une proposition de financement trouvez-vous la plus difficile? Euh, le deuxième sondage, s'il vous plaît. Génial. Alors, quelle partie trouvez-vous la plus difficile? A, le résumé, l'énoncé du problème ou des besoins, description du projet ou les détails du projet. Prenons 30 secondes. Ça donnera l'occasion à tout le monde de réagir, de répondre. Je vous accorde 10 ou 15 secondes supplémentaires. Nous y sommes. Pouvez-vous mettre fin au sondage? On partage les résultats. Génial. Ah, c'est une belle distribution. On trouve des défis. Tout le monde trouve des différents défis, mais la répartition est plutôt égale. Le, le moins, le moins de gens connaissent ces difficultés de la destruction du projet. Souvent, c'est le programme lui-même. On connaît le programme, à moins qu'on invente quelque chose de nouveau. Ça devrait poser moins de défis de faire la description du projet. Le résumé est difficile parce que c'est court. L'énoncé du problème ou des besoins est difficile parce que, bon, c'est difficile. Et les détails du projet, surtout, c'est un projet que vous ne connaissez pas déjà. Si c'est un nouveau projet, les détails du projet deviennent plus difficiles à déterminer. Alors, on arrête le partage et on passe au prochain élément. Alors, je reviens à mes diapos. Alors, dans 150 mots, je pense que c'est une bonne description d'un programme proposé et que la plupart de nos organismes pourraient
en fait réalisé, mais en fait, il y a un défaut flagrant. Il y a tous les bons éléments, ils sont au bon endroit, mais finalement, je n'ai aucune donnée probante pour soutenir aucun propos. On n'y retrouve aucune donnée. Je propose quelque chose fondé sur très peu finalement. Alors, comment peut-on se mettre à intégrer des données afin d'en faire une proposition plus solide? Pour ceux d'entre vous qui ont des défis avec l'énoncé des besoins, c'est là où le tout se rassemble. Les données, c'est fantastique quant à définir le problème et le besoin du programme. C'est un défi. Parfois, on laisse faire pour l'énoncé des besoins dans ce genre de travail. En tant que professionnel, on comprend bien quels sont les besoins en fonction de nos expériences professionnelles et notre vécu. Si vous travaillez avec des clients à tous les jours, vous gérez des gens qui travaillent avec des clients à tous les jours, vous connaissez les défis, vous connaissez leurs obstacles. C'est de toute évidence pour vous. Mais ce n'est pas forcément de toute évidence pour le bailleur de fonds ou l'évaluateur de votre proposition. Peut-être qu'ils n'ont pas l'expérience professionnelle ou personnelle de vous-même. Alors, vous devez l'expliquer. Les données, c'est une excellente façon de l'expliciter euh, pour les évaluateurs. Cela aide à faire qu'un problème abstrait, on connaît l'impression que ce soit un problème plus concret. Les données démographiques sont exceptionnelles dans ce sens-là. On peut l'utiliser pour définir ou décrire la population avec qui vous travaillez ou avec qui vous avez l'intention de travailler. Vous pouvez également comparer les populations. Une fois qu'on se met à comparer les populations, on peut identifier les inégalités entre les populations. Parmi autres choses, ce sont des éléments de base, des données d'évaluation, toujours d'actualité. Vous pouvez décrire les utilisateurs des services, qui utilisent vos services, quand, est-ce qu'ils les utilisent, combien de gens utilisent les services. Vous pouvez également utiliser pour identifier les lacunes dans la prestation des services et vous pouvez également comparer les résultats des services pour différentes populations ou pour différents programmes, ce qui peut aider davantage à identifier des lacunes quant à la prestation de services parmi d'autres choses. Trouver les bonnes données, par contre, c'est difficile. Je n'ai pas une méthodologie particulière pour que vous puissiez trouver les bonnes données. Je ne peux pas vous dire, faites ABC, vous allez trouver les bonnes données, mais peut-être que vous êtes ici parce que vous voulez ce ABC. Donc, j'ai essayé de vous présenter des considérations. Ce n'est pas une méthodologie stricte, mais ce sont des choses que vous pourrez considérer ou envisager quand vous commencez à chercher les données dont vous allez avoir besoin. Donc, premièrement, définir le groupe cible dans autant de détails que possible. Il faut vraiment être précis. Une fois que vous avez défini le groupe cible, faites une observation en fonction de votre expérience professionnelle. Ne commencez pas à analyser les données. Juste faites des observations en fonction de ce que vous savez en tant que professionnel dans le secteur. C'est qui rentre chez vous, qui va vous rendre visite. Une fois que vous avez fait ces observations, commencez à trouver les données, à chercher les données démographiques, les données en matière d'évaluation, peu importe ce qui est pertinent pour vous. Et une fois que vous commencez à voir les données, essayez de trouver les données qui vont appuyer vos observations professionnelles et ce qui va vraiment vous aider à renforcer la proposition que vous êtes en train de rédiger. Alors, je vais juste continuer à utiliser le même exemple aujourd'hui. Comment pourrions-nous faire cela dans le contexte de l'exemple que je vous ai présenté? Donc, définir le groupe cible, on parle de jeunes réfugiés sur l'île du Prince-Édouard. Donc, c'est très précis parce que vous avez trois critères descriptifs. Réfugiés, c'est ça la population. Donc, ça, c'est le critère. Quel est le mot que je cherche? Alors, les réfugiés, le statut de réfugié, on pense aux jeunes, donc ça c'est un autre point. Et l'île du Prince-Édouard, c'est l'emplacement. Donc, si vous travaillez
sur l'île du Prince-Édouard, vous allez peut-être faire une observation éclairée comme de nombreux réfugiés admis à l'île du Prince-Édouard sont des enfants et des jeunes. C'est peut-être quelque chose que vous observez juste en fonction de qui va vous voir chez vous au bureau. Et ensuite, vous pouvez commencer à chercher les données. Et ça, c'est un peu difficile parce que vous avez besoin de savoir où aller chercher ces données. Donc, je peux vous dire, le gouvernement ouvert est une excellente ressource. J'en parlerai davantage. Je sais que le gouvernement ouvert a beaucoup de données. Ils ont un portail sur les réfugiés réinstallés. Je peux aller et trouver une tonne de données sur les réfugiés réinstallés. J'ai fait cela et c'est quelque chose que j'ai tiré de là. Alors, en fonction des données que j'ai trouvées, je peux dire que parmi tous les réfugiés admis à l'île du Prince-Édouard en 2015 et 2025, près de la moitié, 47%, étaient âgés de 17 ans ou moins au moment de leur admission. Ça, c'est un fait, c'est une donnée. Si vous allez voir vos données en matière d'évaluation, vous pouvez peut-être aller voir parmi tous les réfugiés qui ont utilisé les services des organismes fournisseurs de services de l'île du Prince-Édouard en 2005, X pourcentage étaient âgés de Y ans ou moins. Je ne voulais pas donner des chiffres parce que c'est un cas fictif, mais c'est là où je voulais juste vous présenter quelque chose qui pourrait être comparable à votre situation. Donc, prenons ce que nous avons trouvé, mettons cela dans notre proposition. Donc, c'est la même proposition qu'on avait tout à l'heure. La section caractère gras, c'est notre énoncé qui existe. Et ce qui est orange, j'ai ajouté. Tout ce qui est blanc et jaune, ça n'a pas changé. Je n'ai rien changé de ce qu'on avait auparavant. Donc, je vais commencer avec l'introduction et ensuite pour tous les réfugiés admis à l'île du Prince-Édouard entre 2015 et 2025 étaient âgés de 17 ans au moins au moment de leur admission. Les jeunes réfugiés peuvent être confrontés à de multiples obstacles à l'intégration en raison de leur âge et de leur expérience en matière d'immigration. Ces obstacles peuvent inclure le manque d'éducation ou d'expérience professionnelle, des cercles sociaux restreints et une maîtrise limitée de l'anglais ou du français. Donc, ce que j'ai fait là, c'est j'ai cité des gouvernements, des données du gouvernement ouvert, ainsi qu'un rapport de recherche qui appuie ce que j'ai déjà dit dans cet exemple. Et vous pouvez voir que très peu a changé à partir de ce qu'on avait auparavant. C'est déjà une déclaration de besoin beaucoup plus forte. Et là, on a déjà une proposition qui est beaucoup plus forte. On a ajouté 15 mots, mais déjà, c'est très amélioré. Nous disons ici, de façon objective, les jeunes réfugiés sont une population de réfugiés dans la province et on sait qu'ils affrontent des obstacles uniques. Donc, nous allons fournir des services qui adressent leur réalité vécue. Ici, peut-être que certains d'entre vous, vous vous rappelez de l'appel des propositions, peut-être que vous vous sentez un peu accablé, peut-être que vous commencez à penser que les propositions de financement sont énormément de travail. Puis-je utiliser l'IA pour faciliter la tâche? Oui, je vais vous permettre d'utiliser l'IA pour faire cela, aucun problème. Alors, vous pouvez utiliser l'IA pour vous assister, pour vous aider, donc l'intelligence assistée. Donc, nous pouvons utiliser l'IA pour rédiger des propositions de financement de la même façon qu'on le fait déjà pour différentes choses. Donc, pour corriger ce qu'on a déjà écrit, pour améliorer la clarté, pour rédiger de nouvelles façons avec un langage plus simple ou pour un public en particulier. Mais ici, on peut peut-être utiliser l'IA qui peut nous aider à trouver des données qui peuvent nous être utiles. Et je veux préciser ici, on peut l'utiliser pour nous aider à pointer dans la bonne direction et trouver les données qui vont nous être utiles. On peut demander à l'IA où trouver les données. Donc, je vous ai donné des exemples et des prompts ici. Vous pouvez dire, peut-être je rédige une proposition de financement sur X sujet, quelles données puis-je utiliser pour comprendre le contexte ou définir les besoins des clients? Peut-être encore plus simple, fournissez une liste des données ou ressources disponibles sur X sujet. Alors, comme vous voyez, je demande à l'IA de me trouver des données en particulier, ce que je ne demande pas à l'IA. Donc, je demande qu'on m'aide à trouver les données. Où puis-je trouver les données, mais pas nécessairement les données. On ne veut pas demander à l'IA pour générer des données spécifiques. Je peux vous garantir que ça va être faux. Ça, c'est une des limitations principales de l'IA, c'est que l'IA
est basé sur des probabilités. Quand on pose des questions à l'IA, ça va être basé sur des probabilités de ce qui est ici et ignorer ce qui est là. Donc, l'IA ne peut pas générer des données spécifiques et des données précises ou des informations précises, mais ça peut synthétiser, créer des données ou vous aider à trouver la bonne direction. Alors, quand je parle de l'IA, j'aimerais dire, faites attention. Ne fournissez pas des données confidentielles sur les plateformes de l'IA, donc ne demandez pas à ChatGPT d'analyser vos données internes, ne donnez pas tous vos registres internes et demandez de rédiger un rapport. À moins que vous ayez une entente avec la compagnie, ne donnez pas l'information confidentielle à l'IA. Ça, c'est juste un avertissement que j'aime fournir quand je parle à propos de cela. Alors maintenant, j'aimerais passer la parole à Roxana. Roxana est la cofondatrice et présidente PDG de Expertise qui travaille sur le marché du travail pour les professionnels formée. Elle est aussi une étudiante de doctorat à Morley University et elle travaille sur l'équité et le changement systématique. Son travail se concentre sur la reconnaissance, la conception du marché du travail et l'économie sociale pour transformer les résultats et les dénouements en matière de travail. Elle a été reconnue pour son leadership et elle a aussi été nommée une étoile de Terre-Neuve et Labrador lors de l'année des sociétés de la province et également elle travaille sur son travail en matière d'équité. Alors, Roxana, je vous cède la parole. Merci beaucoup, Jason, pour la présentation. Est-ce que vous m'entendez bien? Super. Alors, bonjour tout le monde, à tous ceux qui se joignent à nous aujourd'hui. J'aimerais aussi reconnaître que je travaille et je parle à partir des territoires des Biochocs et des terres traditionnelles de Mi'kmaq qui est si connue comme Terre-Neuve et Labrador. Alors, je vais commencer avec un survol de ce que ça veut dire d'amasser des données en utilisant une lentille intersectionnelle, surtout quand on travaille avec des communautés marginalisées. Quand nous faisons la collecte de données dans ces contextes, nous avons besoin d'approches qui sont contextuelles, relationnelles et qui comprennent les dynamiques de pouvoir. Les données n'existent pas dans un vide et nous devons reconnaître que ça démontre les réalités vécues des personnes. Donc, ça, c'est une question d'ordre intersectionnel qui est très importante. Cela nous aide à éviter ce que nous appelons une pensée sur un axe unique et d'essayer de penser à différentes catégories, femmes, nouveaux arrivants, jeunes, personnes avec handicap, comme si c'était un groupe homogène. L'intersectionnalité nous demande qui manque quand on traite de femmes, jeunes, nouveaux arrivants ou personnes avec handicap quand ce n'est qu'une catégorie unique. Quand nous disons la collecte de données devrait avoir une lentille intersectionnelle, cela veut dire que si vous vous demandez si avoir accès à un service est accessible, on devrait savoir de quel service il s'agit, accessible à qui, dans quelles conditions, à l'intersection de quelles identités et contraintes. Est-ce que c'est accessible à une femme immigrante? Est-ce que c'est accessible à une femme immigrante avec 3 enfants? Une immigrante avec 3 enfants qui a un accès limité à un transport adéquat ou à des services de garde, qui habite dans une situation de logement sûr ou qui vit dans une situation de violence domestique, qui a un statut d'immigration temporaire et peut-être même un handicap invisible. Donc, nous devons nous assurer que nous avons bien pensé à tout cela quand on conçoit notre service. Utilisons-nous déjà euh, une structure analytique établie? Est-ce qu'on utilise un sondage standard en fonction de projets
qui ont déjà été faits? Est-ce qu'on utilise l'IA pour un modèle pour nos sondages? Donc, un résultat de notre expérience, travailler directement avec les communautés marginalisées, c'est que nous sommes... Oh, il faut pas passer à la prochaine diapo, Jason. Alors, nous avons souvent la capacité de lancer des défis au cadre de la collecte de données des bailleurs de fonds et partager les connaissances que nous avons de la part des participants et des projets pour pouvoir défendre et vouloir un changement en matière de policy. Donc, je parle à propos du travail de Kimberly Crenshaw sur les femmes marginalisées qui sont noires. Elle dit que les problèmes d'exclusion ne peuvent pas être résolus tout simplement en incluant les femmes noires dans une structure déjà établie et analytique parce que l'expérience intersectionnelle est plus vaste que la somme de racisme et de sexisme et l'expérience d'oppression en tant que femme et l'expérience d'oppression en tant qu'une personne noire ne peut pas être séparée ni indépendante. Donc, elle dit qu'une analyse qui ne tient pas compte de l'intersectionnalité ne peut pas suffisamment adresser la façon particulière dans laquelle les femmes noires sont subordonnées. Donc, ces méthodes ne peuvent pas satisfaire les réalités des personnes étant, par exemple, leur situation de confiance, alphabétisme, langage, sécurité. Donc, nous trouvons des lacunes ou des écarts qui sont peut-être des problèmes de mesure. Alors maintenant, passons à la prochaine diapo. Alors ici, il y a un exemple, juste pour que ça puisse être un peu plus facile à comprendre et plus concret. Imaginez des données administratives qui montrent qu'il y a des cas de violence domestique qui sont moins reportés parmi les femmes immigrantes. Donc, peut-être une conclusion hâtive, il y a moins de violences domestiques dans les familles immigrées. Mais avons-nous vraiment mesuré la peur d'être expulsé, la dépendance financière, les barrières financières ou à quel point est-ce qu'une femme pourrait dépendre de son partenaire au niveau financier qui peut vraiment affecter à quel point elle signale les cas de violence, les barrières linguistiques, la stigmatisation communautaire. Peut-être qu'une personne se questionne et se demande si ce qu'elle vit vraiment est un cas de violence ou une différence culturelle, parce que les définitions de violence peuvent être différentes d'une communauté à une autre, ou même l'accès à des refuges culturellement adaptés ou un manque de connaissances juridiques à propos des droits, des protections disponibles, des alternatives de refuge. S'ils sont dans une situation violente, y a-t-il vraiment un refuge sécuritaire où ils peuvent aller? Y a-t-il une alternative pour elles? Alors, quand on tient compte de ces facteurs, nous voyons que quand on signale moins, ça ne veut pas dire qu'il y a moins de violence, mais sinon réfléchir des barrières plus accrues en matière de pouvoir signaler les cas de violence. Alors, passons à la prochaine diapo. Donc, si l'intersectionnalité nous aide à poser de meilleures questions sur les données, la prochaine question serait comment pouvons-nous concevoir des processus de recherche qui peuvent vraiment capter ces complexités? Une approche importante, c'est une recherche participatoire basée sur la communauté. Donc, la recherche participative communautaire RPC, on passe la recherche d'une approche extractive à une approche partenariale où la- les chercheurs et les participants co-élaborent les données. Et dans la participation RPC, les participants sont impliqués dans tous les aspects de recherche du processus de recherche. Il commence à aider à définir les questions, la conception des outils, l'interprétation des résultats et la mise en place d'actions. Cela n'est pas une concertation par la suite, mais c'est vraiment un processus de co-rédaction, de co-création. Pourquoi est-ce important? Parce que ça améliore la pertinence, ça réduit les méfaits, ça augmente la validité
pas d'une façon statistique, mais vraiment d'une façon contextuelle parce que les personnes peuvent corriger les hypothèses en temps réel. Quand on travaille avec des communautés marginalisées, les hypothèses parfois sont la plus grande source de données qui sont contournées. Donc, on a besoin de lancer des défis à ces préjugés. Par exemple, si on revient à l'exemple d'étudier quand les cas moins signalés de violence domestique, une recherche participative communautaire va viser des entretiens avec les femmes directement, explorer comment elles définissent la sécurité, comprendre leur perception de reporter les cas, reconnaître que signaler les cas ne veut pas nécessairement mener à la protection, mettre en valeur les réalités vécues ou considérer des structures de pouvoir. Comme ça, elles peuvent examiner comment l'immigration et la loi en matière d'immigration créent la vulnérabilité, comment les structures de pouvoir peuvent mener un silence de la part des femmes, questionner comment les institutions renforcent l'inégalité, qui tire profit de ce manque de signalement. Donc, RPC nous donne la chance d'assurer que la collecte de données est vraiment fondée sur le contexte et les réalités vécues, au lieu de dépendre sur des catégories d'accès uniques. Ça nous aide à considérer différentes structures en matière de qui peuvent former les expériences des personnes. Et les données ne sont pas seulement conçues par les chercheurs ou les institutions, elles sont éclairées par les communautés qui sont vraiment affectées par la question. Et cela nous aide à nous assurer que ce que nous amassons, comment on l'interprète et les conclusions qu'on en tire reflètent les réalités des personnes sans seulement reproduire des récits simplifiés ou incomplets. Prochaine diapo. Donc maintenant, quels sont les principes clés de la recherche communautaire si nous voulons utiliser la RPC? Donc, on doit vraiment connaître les principes clés de cette approche. Donc, la RPC reconnaît la communauté comme une unité identitaire. La communauté est définie comme s'identifier et avoir des liens émotifs avec d'autres membres. Il y a aussi des valeurs partagées, des normes partagées, mutuelles, pas nécessairement égales, mais des intérêts en commun et un engagement de pouvoir satisfaire des besoins partagés. Par exemple, une ville ou une autre région géographique n'est peut-être pas une communauté dans le sens du terme, mais sinon plusieurs personnes qui ne partagent pas une identité en commun ou qui pourraient contenir différentes communautés qui se chevauchent avec des identités au sein de ces frontières. Les approches basées sur la communauté renforcent la communauté par un engagement. Donc, par exemple, la recherche participative communautaire se concentre sur les forces et les ressources au sein de la communauté. Cela pourrait inclure les compétences et les atouts des individus, un réseau de relations qui sont définis par la confiance et les expériences vécues des personnes. Donc, cela facilite les partenariats collaboratifs à toutes les étapes de la recherche, un partenariat collaboratif au sein duquel tous les participants participent et partagent le contrôle sur toutes les étapes de la recherche. La RPC intègre les connaissances et l'action pour le bénéfice mutuel de tous les partenaires. Il y a un engagement à utiliser les résultats de la recherche avec l'intention que tous les partenaires impliqués vont en tirer profit. Ça promeut un processus d'apprentissage commun et d'autonomisation qui tient compte des inégalités sociales. Les chercheurs qui travaillent dans la RPC reconnaissent les inégalités entre eux-mêmes et entre les participants
participants de la communauté et la façon dont ces inégalités entre les membres de la communauté peuvent façonner leur participation et influencer la recherche et l'action collective. La RPC implique un processus cyclique et itératif avec le développement de partenariats, évaluation de besoins, développement de méthodologies en matière de recherche, collecte de données, analyse de données, action, implication de politique et la divulgation de résultats, une réflexion collective et une rétroaction collective. Donc, si on a un événement sur l'égalité qui n'inclut que le rechercheur ou un représentant organisationnel, n'est pas nécessairement considéré comme étant inclusif ou un espace de DEI. Les voix des personnes le plus atteintes des initiatives manquent dans ces conversations. Et afin que cet espace puisse être inclusif, les membres de la communauté doivent être invités à participer et à partager leurs perspectives. Donc, tenant compte de tout cela, comment pouvons-nous utiliser des méthodes qui identifient de vrais écarts et qui sont pertinents au contexte de notre recherche, surtout quand on travaille avec des communautés marginalisées, pour assurer que les méthodes de collecte de données soient inclusives et visent le contexte et soient dépendantes du contexte. Et on peut découvrir quelque chose de nouveau comme une idée de projet et pousser pour qu'il y ait un changement. Prochaine diapo. Donc, un point important en travaillant avec les communautés marginalisées, c'est que nous ne pouvons pas juste utiliser des sondages par défaut parce qu'ils sont efficaces ou faciles à administrer. L'efficacité ne devrait pas pousser le choix de méthode. Nous devons choisir des approches de collecte de données qui satisfaisent la réalité de la vie des personnes, le contexte de la recherche. La méthode qu'on choisit doit dépendre de plusieurs facteurs, l'objectif de la recherche, le contexte de la communauté et les sensibilités par rapport au thème qu'on étudie. Par exemple, une méthode pourrait être des entretiens semi-structurés. Cela veut dire que c'est très efficace et souvent on explore des questions et des enjeux sensibles, peut-être des parcours de vie complexes ou des situations qui impliquent et qui font preuve de dynamique de pouvoir. Cela nous permet de donner la chance aux participants de partager leurs expériences dans leurs propres mots et fournir assez de structure pour mener la conversation. Ils peuvent être aussi conçus en utilisant des principes fondés sur le traumatisme, assurer que les participants se sentent en sécurité, respectés et qu'ils aient eux le contrôle de ce qu'ils veulent partager. L'autre méthode, ça peut être des groupes de discussion, des cercles de discussion. Les groupes de discussion sont fantastiques quand on veut comprendre les normes, les barrières partagées, les expériences collectives. Ils permettent aux participants de dévoiler ce qu'on pourrait trouver peut-être à travers des personnes et non seulement lors d'entretiens individuels. Les groupes de discussion ne sont pas toujours appropriés s'il s'agit d'un thème très sensible, des discussions qui impliquent le statut d'immigration, des craintes, des expériences stigmatisées. Là, on pourrait avoir besoin de plus de protection, mesures de protection, et là, on aurait besoin de groupes plus petits et homogènes et travailler avec des facilitateurs de confiance, expliquer clairement les limites de la confidentialité. Une autre méthode pourrait être des cartographies de la communauté. On utilise souvent des évaluations participatives des besoins
Et là, les membres de la communauté font des cartographies de leur environnement. Ils identifient des services disponibles, les barrières, des espaces sécuritaires, les défis en matière de transport ou des domaines où il y a un manque de ressources. Là, on a cette approche aussi permis aux chercheurs de voir comment les personnes peuvent naviguer des systèmes dans leur vie quotidienne. Les chercheurs pairs augmentent aussi la participation parce que les personnes se sentent plus à l'aise s'ils partagent des expériences avec quelqu'un qui comprend leur contexte et leur réalité vécue. Ça aide également à réduire le risque de recherche par extraction où on les prend des communautés sans une implication importante. Et nous avons également besoin de parler à propos de la confiance des personnes, pour les personnes qui viennent de pays où il y a une surveillance, une oppression, où ce sont des réalités communes. Un sondage pourrait être un piège si la participation semble risquée pour les personnes. Les données qui vont être amassées seront biaisées parce que seulement si les personnes se sentent en sécurité, elles vont répondre. Donc, notre recherche doit être conçue de façon éthique et être fondée sur les réalités de la communauté. Et par exemple, une collecte un minimum de identifiants en matière de leur identité autant que possible, utiliser des conseils consultatifs communautaires pour aider avec le recrutement et l'interprétation, offrir un consentement oral, un langage clair lors du consentement et être transparent. Ce qui est collecté, pourquoi on fait cette collecte de données, qui va voir ces données, pendant combien de temps allons-nous garder les données et qu'est-ce qui se passe si quelqu'un refuse de participer à la recherche et ensuite un retour de résultats et restituer les résultats à la communauté. On n'extrait pas seulement. Prochaine diapo. Donc, quand on présente les tendances statistiques, nous sommes en train de signaler trois choses aux bailleurs de fonds. Tout d'abord, nous disons que le problème est réel et ensuite qu'il y a un vrai besoin, que l'intervention est éclairée par les preuves. Au lieu de dire que nous croyons que les nouveaux arrivants dans nos communautés ont besoin d'appui pour que on puisse reconnaître leur formation de l'étranger. On a les données en matière de sondage de 420 réponses et trois groupes de travail, identifier la reconnaissance un réseau d'engagement, les soins pour les enfants. Ce sont des barrières systémiques. On se sent mieux d'investir lorsque le besoin est clairement démontré. Les données démontrent la légitimité. Le programme n'a pas été conçu dans l'isolement. La communauté a aidé à la façonner par l'entremise de leur intervention et cela reflète la réalité vécue. Cela aide à répondre à une question importante de la part des bailleurs de fonds. Est-ce que c'est une solution qui est imposée ou est-ce qu'elle est co-conçue lorsqu'on démontre l'engagement et la constatation par la communauté? Ça montre qu'il y a adhésion de la part de la communauté, notamment une proposition pourrait dire la conception du programme a intégré des aperçus d'une équipe, des consultations de la part des parties prenantes et des boucles de rétraction en continu auprès de la communauté. C'est vu que l'initiative est enracinée dans des véritables apports communautaires, ce qui renforce la crédibilité notamment dans les flux de financement axés sur l'équité. Des couches de données créent l'urgence. Des données quantitatives, comme des réponses au sondage, par exemple,
ça fait aide aux bailleurs de fonds comprendre l'échelle de l'enjeu, les données qualitatives et de les aider à comprendre le vécu qui sous-tendent ces chiffres-là. Les chiffres montrent le nombre de gens touchés, alors que les aperçus thématiques démontrent comment ces patrons-là, ces schémas-là existent. Et ensemble, ils démontrent que l'enjeu n'est pas aléatoire. C'est un défi structurel que l'on doit aborder. Les bailleurs de fonds refusent souvent des propositions qui sont trop larges ou trop peu basées sur les données probantes. Et en ajoutant des couches de données, on peut avoir des interventions précises, bien conçues, documentées par des schémas documentés. Plutôt que de proposer un programme d'emploi généralisé, on pourrait dire notre analyse intersectionnelle a révélé que les femmes immigrantes qui ont des responsabilités de prodiguer des soins connaissent des retardements dans le marché du travail de 12 à 18 mois. Cet aperçu-là nous permet de concevoir des réponses ciblées, notamment des soutiens en matière de garde d'enfants, des programmes hybrides, des partenariats avec les employeurs, offrir des placements à temps partiel ou des mentorats avec des montants d'argent prodigués. Là, l'intervention est structurée, c'est une réponse, un schéma documenté et mesurable. Et finalement, des couches de données nous aident à connecter les constats de recherche avec des résultats mesurables. Par exemple, si les groupes de consultation révèlent qu'à répétition, on se fait refuser un emploi, fait que les participants perdent confiance, cela vous indique que le problème, c'est pas juste une question de compétence ou de titre de compétence, c'est également une question de compétence, confiance et de motivation. Et on peut concevoir des résultats comme une meilleure cote d'efficacité professionnelle, augmenter le nombre de demande d'emploi après 3 mois, etc. Alors, cet alignement avec l'identification des problèmes, la conception du programme et mesurer les impacts, et ce qui transforme une proposition d'un récit intéressant à un argument étayé par des données qui est digne de financement. On avait parlé de la collecte et l'interprétation de données. La prochaine étape, c'est d'intégrer les données afin de définir les résultats et les impacts. Et je cède la parole à Jason. Il va nous présenter cette procédure-là. Merci bien, Roxana. Ce sont d'excellentes préoccupations lorsque l'on fait la collecte d'évaluation, des données liées aux évaluations et toutes données à l'interne que nous connectons dans nos organisations. On a le contrôle sur ces données-là. Ce sont des données sur lesquelles on peut faire des décisions. Quant aux données des statistiques Canada, on ne peut pas faire contrôler la manière dont ils font la collecte des données. On ne peut pas contrôler les données au gouvernement ouvert, mais on peut contrôler nos données. Il s'agit c'est important de faire la collecte des données d'une façon qui répond aux besoins des gens avec qui on travaille. Alors, comment peut-on utiliser cela? C'est la deuxième façon que les données peuvent aider à rendre faire que nos propositions soient plus solides. Définir les résultats et l'impact de notre travail. Les données liées aux évaluations, c'est pour ça, c'est ça son objectif. Chaque programme, je suis sûr, fait le suivi de certaines données, fait la collecte de certaines données pour tous vos programmes, tous vos services, et même des données très simples peuvent aider à éclairer l'impact de ce qu'on fait. Par exemple, le pourcentage de clients qui ont signalé une meilleure confiance, le pourcentage de clients qui ont trouvé un emploi dans 6 mois, ou même le pourcentage qui ont passé au prochain palier linguistique. Ça n'a pas besoin d'être compliqué. Ça va dépendre du programme que vous proposez, du service que vous proposez. Si vous cherchez
à prolonger ou continuer un programme qui existe, utilisez des données d'évaluation qui existent déjà pour les années précédentes. Même si ce n'est pas l'année la plus récente, même si ça date de 2 ou 3 ans, même si ça peut être des changements de programme, vous pouvez encore utiliser les données d'évaluation pour démontrer l'impact du programme. Si vous proposez un nouveau programme, vous pouvez encore utiliser des données d'évaluation pour des programmes semblables ou associés. Vous pouvez tirer parti des recherches, des rapports d'évaluation qui existent. Ça doit être suffisamment, ça doit se ressembler suffisamment afin de pouvoir faire des inférences raisonnables. Vous n'avez pas besoin de trouver la correspondance parfaite quant aux données. Je n'ai pas un exemple donné pour cet exemple-là, mais j'essaie d'intégrer quelque chose, le type de données dont on pourrait faire la collecte dans ce genre de proposition de financement. Alors, c'est la proposition originale. Et le orange, c'est tout ce qu'on a ajouté depuis le début. Et je viens d'ajouter quelques courtes phrases à la fin qui considèrent tout du point de vue de l'évaluation. Les données existantes démontrent l'impact positif des programmes parascolaires parmi les participants au club de devoirs actuels destinés aux jeunes nouveaux arrivants des fournisseurs des services de l'université. X pourcentage ont déclaré avoir davantage confiance en eux-mêmes et en leur capacité scolaire. Alors, on peut présumer qu'en fonction des données qui sont déjà collectées, qui est pertinent, comparable, on pourra probablement faire des constats semblables pour d'autres programmes. Et on n'a pas beaucoup ajouté ici. On a ajouté des aspects démographiques en partant. Et là, à la fin, on a ajouté des données d'évaluation. Et une courte citation, on a ajouté des recherches qui existent déjà, qui étaient ce qu'on dit. Mais on n'a pas fait beaucoup, beaucoup de choses, mais c'est une proposition déjà beaucoup plus solide. Alors, voilà, c'est ça le pouvoir des données. Et de le faire simplement aussi. Je voudrais avoir vos rétroactions, encore une fois. On a exploré plusieurs questions quant aux données, ce à quoi ça peut ressembler dans une proposition de financement. Alors, quel type de données êtes-vous le plus susceptible d'utiliser dans une proposition de financement? Pouvez-vous lancer le troisième sondage, s'il vous plaît? Quel type de données êtes-vous le plus susceptible d'utiliser? Des données démographiques, des données d'évaluation, rapports de recherche politique et autres, ou après tout ça, je ne me soucie pas des preuves. Je vous accorde un 10-15 secondes supplémentaires si jamais quelqu'un d'autre veut participer au sondage. Bon, mettons fin au sondage, on partage le résultat. Ben, je suis heureux que les gens vont utiliser des preuves. C'est bien, c'est une bonne chose. Une distribution égale parmi différents types de données et de façon réaliste. Je ne vous ai permis que choisir une option. Si vous aviez pu choisir plus d'une option, peut-être que vous avez choisi tous les trois. Les données démographiques sont tout à fait courantes et couramment disponibles, et cela aide à décrire les communautés. Les données d'évaluation, ça nous appartient. On connaît bien les données. Nous l'avons créé, nous l'avons collecté. Et les rapports de recherche existants, c'est bien. Ça peut aider à étayer ce qu'on fait sans devoir s'approfondir, sans devoir explorer des chiffriers et n'en plus finir. Alors, merci d'avoir fourni vos rétroactions. Je pense qu'on peut la fermer celle-là. Alors, j'ai dit que j'allais partager des conseils astuces de mon cru en fonction de mes expériences comme chercheur, mes expériences en train de travailler avec les données. J'ai pensé aux propositions de financement
Mais à chaque fois que vous traitez les données, il me semble qu'il s'agit d'astuces qui peuvent vous aider à utiliser ces données-là de façon efficace. Tout d'abord, rappelez-vous que vous racontez une histoire. Tout ce que vous mettez dans la proposition va aider à raconter l'histoire. Les données, ce n'est pas le récit en soi, mais ça aide à communiquer le récit. Ça signifie qu'on doit être plutôt stratégique quant aux données. C'est pas juste une question de mettre des données juste pour faire comme si c'était plus important. Il faut vraiment utiliser les bonnes données afin qu'elles correspondent à ce que vous cherchez à raconter. Je déconseille les déversements de données. Ça peut signifier différentes choses dans les différentes disciplines. Moi, je suis dans les sciences humaines. Les déversements de données, c'est lorsqu'on donne au public beaucoup trop de données d'un seul coup. Souvent, ce sont des données non interprétées. Nous n'avons pas complètement analysé. L'effet, c'est que cela déborde, surcharge le public. Je vous déconseille fortement de faire cela. Selon moi, lorsque vous travaillez avec des données, c'est mieux d'en faire moins que d'en faire trop. On ne porte pas attention aux chiffres si ce ne sont que des chiffres. Il s'agit d'intégrer un ou deux éléments de données dans votre proposition, dans votre rapport, peu importe ce sur quoi vous travaillez. Ça pourrait être bien plus efficace, avoir un plus grand impact sur le lecteur que énormément de données. Surtout s'il s'agit d'une courte proposition. Il faut juste un ou deux éléments de données. Même si c'est plus long, vous pouvez en ajouter davantage, mais faites-en pas trop. Et la dernière astuce, travaillez avec ce que vous avez. J'ai tellement vu ceci comme chercheur. Parfois, on a une idée de la donnée parfaite qui va soutenir tout ce qu'on fait, ça va tout fermer la boucle, mais les chances sont que cette donnée-là ne sera pas disponible. Peut-être que ça n'existe pas. Lorsque vous travaillez avec les données, c'est rare qu'il y ait un panacée qui résout tout. Alors, vous devez travailler avec les données qui vous sont disponibles. Je vous encourage de faire ceci. Ne pensez pas aux données comme des preuves. Les données ne prouvent aucune chose. Ce sont des indices qui étayent un argument. Alors, ne gaspillez pas de nombreuses heures à la recherche d'un élément de données parfaites. Trouvez des données pertinentes, trouvez ce qui est disponible. Et là, il s'agit de prendre des données qui vont raconter au mieux votre récit. Alors, j'avais dit que j'allais vous aider à retrouver les données qui pourraient soutenir vos propositions. Avant de passer des exemples précis, nous avons organisé un webinaire il y a un an. Ça s'appelait l'intro aux données sur l'immigration. Nous avions eu fait nous sommes approfondis dans les données liées à l'immigration, comment retrouver les données. Si c'est ce que vous cherchez, il y a un enregistrement. On a passé une heure et on vous a présenté dans beaucoup de détails ces données-là. Mais je peux vous aider à vous indiquer, vous orienter dans le bon sens. Voici quelques ressources qui vous seront précieuses. Gouvernement ouvert, c'est une belle ressource. Je dépends là-dessus beaucoup. Gouvernement ouvert Gouvernement contient ouvert a beaucoup plusieurs ensembles de de données. Moi, données. je passe. Moi, souvent, je suis sur le portail d'IRCC. Donc, si vous essayez d'aller sur le portail d'IRCC de gouvernement ouvert, ils ont tellement de données sur les résidents permanents et temporaires. Donc, c'est organisé par province ou par RMR. Et ça, c'est très pertinent en fonction des communautés et des régions qu'on dessert. C'est aussi ventilé par genre, par âge et de plusieurs façons. Ces données sont à jour dans un délai de 2 ou 3 mois. Donc, si vous voulez les données du trimestre passé, c'est là où vous devez aller. Statistique Canada est également une ressource très bonne. Ils ont beaucoup de données, différentes données sur différentes choses. Donc, ils ont des portails thématiques. Donc, il faut cliquer sur le sujet et ensuite, on peut aller voir plusieurs thèmes différents. Ils ont un portail sur l'immigration et la diversité ethnique, ethnoculturelle.
leurs données en matière d'immigration est un peu partout sur le portail. Donc, il y a sur la population, les données démographiques, les langues, la santé. Tout cela contient des données en matière d'immigration. Donc, il peut peut-être, va falloir peut-être chercher un peu plus un niveau approfondi, mais vous allez trouver plein de choses là aussi. Ils ont aussi beaucoup de données agrégées. Si vous voulez jouer avec les chiffres, ils ont des données sur le recensement, une base de données sur des études longitudinales. Ils ont beaucoup de données interprétées et analysées, des rapports, et c'est fantastique. Si vous n'avez pas envie d'aller chercher un niveau un peu plus approfondi, vous pouvez juste lire et avoir un résumé de ce qui vous est pertinent. Mais nous ici, chez Aresa, au sein d'Aresa, on veut que ce soit le plus facile que possible pour vous. Donc, on fait cela de diverses façons. Une façon, c'est les pleins feux sur les données relatives à l'immigration dans la région de l'Atlantique. Ce sont des rapports que nous élaborons pour vous, pour les fournisseurs de services dans l'Atlantique. Tous ces aperçus sont 2 à 5 pages, donc ça ne va pas prendre plus que 5 à 10 minutes pour les lire. Ils sont simples. Parfois, on partage des données clés, juste une ou deux pièces de données clés. On les fait sortir de gouvernement ouvert ou Statistique Canada. On ne vous donne pas tout simplement les données, on les interprète et on explique comment ça peut éclairer vos programmes et vos services. Donc, cela fait une couple d'années que nous faisons cela. On a ça sur les jeunes, les réfugiés, la croissance de la population, les réfugiés, les pays d'origine, la rétention. On a dans une couple de semaines une qui sort sur les commerces qui appartiennent à des immigrants. Donc, si vous cherchez ces données et vous êtes ici à cette réunion, ça c'est un bon point de départ. C'est là, c'est pour ça que c'est conçu, c'est pour cela qu'on a créé cela. Vous allez probablement trouver les données dont vous avez besoin. Vous pouvez sûrement trouver quelque chose sur les nouveaux arrivants, les jeunes et les enfants. Il y aura sûrement des données que vous cherchez. Peut-être qu'il n'y a pas les données exactes que vous voulez, mais ça peut au moins vous guider pour aller voir où les chercher. Alors peut-être vous voulez pas une donnée sur des retentions, la retention en particulier, mais peut-être que vous pouvez aller sur la base de données, sur les données des rétentions et trouver les données qui vous sont pertinentes. Si vous avez dit que vous voulez vous fier sur les politiques et les recherches existantes et ces rapports, nous avons aussi une bibliothèque de recherche d'ARESA. C'est une base de données des rapports de recherche qui existent déjà. C'est pas nous qui avons tout créé, mais on l'a vraiment personnalisé pour vous. Donc, ce sont des rapports de recherche qui existent déjà. Tout est accès ouvert. Ça vise l'immigration et tout ce qui est là est pertinent pour l'Atlantique. Donc, je pense que je l'ai mise à jour récemment. Nous avons 200 et quelques ressources et vous pouvez faire des recherches par mots-clés. Vous pouvez taper le Nouveau-Brunswick, rétention, LGBTQ, peu importe le mot-clé. Et ça vise aussi le thème. Donc, si vous avez un thème en particulier, donc une catégorie sur les jeunes, vous pouvez obtenir toutes les ressources portant sur les jeunes. Cliquez sur genre et sexualité, il y aura toutes les ressources là. Donc, encore une fois, c'est quelque chose que nous avons élaboré pour vous, pour faire le travail que vous faites d'une façon plus efficace et plus axée sur les preuves. Donc, avant, avant de, je vais arrêter de partager la présentation, mais avant de vous donner la parole si vous avez des commentaires ou des questions. Je veux proposer quelque chose. On adore les données, on fait des collectes de données, on veut votre rétroaction. Rina, pouvez-vous peut-être aller dans le sondage post-événement et je vais afficher cela parce que souvent la période de questions et de réponses, c'est quand les personnes ont besoin de nous quitter. Mais j'aimerais vraiment si vous pouvez fournir peut-être une rétroaction maintenant ou après la réunion. Ça prendra pas plus que 2 ou 3 minutes et cela nous aide vraiment à éclairer ce que nous faisons au sein d'ARESA, comment on le fait. On lit vos réponses. Ma collègue Olivia, je pense qu'elle vient de lire 123 réponses
et ça aide à éclairer le travail qu'elle fait à l'heure actuelle. Donc, je veux juste signaler cela avant que vous commencez à nous quitter. Nous allons également envoyer cela par courriel et on va faire un suivi avec les diapos et le sondage post-événement. Donc, 2 ou 3 minutes, donnez-nous vos données parce que nous adorons faire ce qui est travaillé d'une façon qui est axée sur les preuves. Et maintenant, j'ouvre. Maintenant, est-ce que nous avons des questions dans le clavardage? Non, nous n'en avons pas. Pas de questions dans le clavardage. OK. Est-ce que quelqu'un a une question? Vous pouvez allumer votre micro. Si vous avez une question, vous pouvez nous poser la question, mettre la question dans le clavardage. Nous sommes ici pour répondre à vos questions. Je vois que quelqu'un est en train de se connecter à l'audio. Je ne sais pas si ça veut dire que cette personne-là veut parler également. Et si vous n'avez pas de questions, s'il y a quelqu'un qui a des commentaires, des opinions qu'ils veulent partager, ici c'est un espace où on partage des connaissances. S'il y a quelque chose, peut-être qu'on n'a pas accordé assez de temps ou on a peut-être juste fait un survol trop bref, juste veuillez partager vos opinions, vos commentaires, ça nous ferait plaisir. Je me suis pas rendu compte que c'est presque 15h30. OK. Bon. Alors, peut-être une dernière minute. On peut juste rester assis et juste méditer en silence pour une minute, juste pour voir si quelqu'un aurait une question. Merci. Je suis content que c'était utile. Si c'était utile, veuillez nous le dire dans le sondage. Si vous n'avez pas aimé, dites-le nous. Si vous pensiez, faites-nous savoir. On veut savoir. Et s'il y a des directions que vous voulez que nous entamons, que ce soit peut-être par rapport aux ressources qu'on vous fournit ou des événements comme ceci, où nous partageons nos, nos opinions, on veut tout savoir parce que tout cela, ça nous guide par rapport à notre prise de décision. Bon, je vais dire dernière chance. Si vous avez une question, un commentaire, Roxana, est-ce que vous avez quelque chose que vous aimeriez dire en conclusion? Non, je lis les commentaires dans le clavardage et je suis tellement heureuse que tout le monde a trouvé la présentation utile. Donc, je pense que nous pouvons terminer. Merci beaucoup à Roxana, merci à l'équipe de Raisa, merci à tout le monde qui s'est présenté. J'espère vous voir à Metropolis la semaine prochaine. Bonne journée tout le monde. Au revoir. Merci. Au revoir.